Assalamu alaikum. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 33, épisode publié et disponible un petit peu en retard parce que j'étais en déplacement cette semaine à l'Académie des Arts Traditionnels de Casablanca où j'étais invité parce que je faisais partie, moi j'étais membre du jury pour un concours de design, justement où des étudiants nous ont présenté les créations sur lesquelles ils travaillaient. Donc c'était très intéressant parce que j'ai eu la chance, alors l'accueil était absolument formidable et j'ai eu la chance de visiter cette académie où on voyait vraiment un apprentissage de cet art traditionnel marocain, le zélige, le plâtre, le tissage des tapis justement traditionnels, mais même des tissus, etc., le cuir, enfin, c'était absolument magnifique et j'étais subjugué par ce savoir-faire, comme à chaque fois, de toute façon, chaque fois que je vois un artisan, chaque fois que je vois comment il travaille, cette maîtrise du geste et tout, je suis absolument subjugué. Et là, j'ai passé 2 heures à visiter l'établissement parce que c'était absolument magnifique et je me suis même amusé à dire que je reprendrais bien mes études dans cette académie parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre cet artisanat. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je suis rentré dans mon agence de design, donc à Marrakech, là où je me trouve actuellement et j'enregistre cette vidéo, je suis tombé sur un article de Dizine sur l'architecture en impression 3D. Donc c'était un vrai décalage parce que j'étais à l'Académie des Arts Traditionnels où on apprenait ce savoir-faire artisanal, décoratif certes, mais artisanal, ce savoir-faire ancestral fait à la main, du geste avec des outils vraiment traditionnels. Et je tombe sur cet article des nouvelles tendances des maisons imprimées en 3D. Donc Dizine a fait un article très intéressant où en fait ils ont compilé les projets les plus intéressants d'architecture en impression 3D. Alors, je ne suis pas architecte, maintenant je fais du design d'espace et d'environnement, donc de l'architecture d'intérieur, je travaille avec des architectes, on travaille sur des projets ensemble, donc j'ai vraiment l'habitude et cette facilité à comprendre l'espace, le volume et donc le bâtiment. Et je connais très bien l'impression 3D. Et justement, dans l'impression 3D, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes de fabrication qui me semblent pas vraiment compatibles avec l'architecture. Alors, on va expliquer rapidement l'impression 3D parce qu'il y a plusieurs technologies en impression 3D. Il y a plusieurs techniques d'impression 3D. Mais il y en a 2 grandes. C'est ce qu'on appelle l'additive. Donc l'impression FDM, donc d'addition de matière. Donc là, on a une très bonne illustration. Donc ça, ces images-là sont tirées du livre Matériologie de la vidéo que j'ai publié cette semaine, donc mercredi. Donc c'est la vidéo d'avant. Donc je vous encourage à aller la voir parce qu'en fait, voir cette vidéo et vous procurer ce livre Matériologie puisque ces illustrations sont tirées de ce livre-là. Et justement, ils sont très bien faits pour le comprendre parce que c'est souvent complexe quand on parle d'impression 3D. On se dit, oh là là, mais attends, ça fonctionne comment? Mais voilà, l'illustration le montre très très bien. Donc là, on est sur du FDM, du additif, c'est-à-dire qu'on a une machine. Donc là, elle est simplifiée au maximum parce que on essaye juste d'expliquer le principe et on a une matière qui rentre dans cette machine, qui monte à température, qui permet donc de ramollir la matière et après, on vient déposer par strate cette matière-là et donc sur l'axe des Z en fait, donc c'est qui vient justement créer une couche supplémentaire à chaque fois et ça nous permet de créer l'objet. Et on a une deuxième technique de fabrication qui s'appelle la technique de fabrication SLA. Alors on a la SLS aussi, qui est en fait une polymérisation par laser de la matière. Donc par exemple, on a un bac de résine. Vous voyez, là, on le voit bien, on a un bac de résine. Et on a ce plateau qui vient descendre au fur et à mesure. Et on a le laser qui s'oriente sur la matière et qui vient la durcir à l'endroit où elle se localise, elle se situe, donc ce laser-là. Donc à l'endroit où il se localise. Donc c'est vraiment l'avantage de ça, c'est qu'on arrive à aller très loin dans la définition, parce que le laser étant très précis, on peut vraiment aller à un état de surface absolument parfait. Cette technologie-là est très utilisée dans la bijouterie. Ou chez les dentistes aussi, quand ils vous font des empreintes et puis après ils vous modélisent pour faire les bagues, etc., pour pouvoir vraiment le faire le plus adapté à votre mâchoire, ils utilisent cette technique-là. Donc, en fait, l'avantage, c'est vraiment la précision. Le problème, c'est qu'on fait des objets qui sont petits et ça prend beaucoup de temps. Alors que le dépôt de matière, on peut faire des très grands objets parce que l'axe sur lequel se déplace la tête dépend finalement de la surface que vous décidez d'imprimer. C'est tout. Mais sinon, il n'y a aucune autre contrainte. Et ça peut aller relativement vite
Parce que comme on est sur du dépôt de matière, il suffit que le dépôt de matière soit suffisamment épais pour que finalement, à chaque dépôt de matière, vous déposez 4 à 5 cm. Et c'est le cas de l'impression 3D pour les bâtiments. Donc là, on voit exactement la tête de la machine, donc qui revient un petit peu, si on voit l'image, à cette partie-là de l'image, d'accord? Et on voit la tête de la machine avec le dépôt de matière. Donc je vais lancer la vidéo, je vais couper le son, je vais lancer la vidéo qui vous explique ça. Donc ça, c'était une émission sur France 3 qui expliquait que dans une région de France, il y avait un fabricant qui s'était lancé dans la fabrication de maisons en impression 3D. Donc on voit bien. Et alors, l'axe sur lequel ils expliquent l'ingéniosité de cette machine, c'est la rapidité à laquelle ils peuvent imprimer une maison. Alors, la rapidité en exécution, lorsque tout le calibrage est fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'impression 3D, c'est que la calibration qui vous permet de pouvoir imprimer en 3D n'importe quel objet est complexe. Et d'ailleurs, quand vous regardez mon imprimante 3D qui est derrière moi, ou que vous regardez une imprimante 3D, en fait, cette calibration est faite dans la construction. C'est-à-dire, vous avez l'imprimante 3D qui est vendue en l'état et qui a été calibrée. Et donc, vous êtes restreint dans le volume que l'imprimante 3D vous permet d'imprimer. D'accord? Mais cette calibration est complexe. Quand on arrive dans un établissement comme celui-là, ou dans un lieu comme celui-là où on n'a aucun repère, on doit calibrer sa machine pour dire voilà, l'axe des Y est là, l'axe des X est là, le sol est à ce niveau-là, parce que lui, il ne sait pas, hein, la machine, elle est bête, hein, elle ne sait pas à quel niveau est le sol. Donc, il faut préparer un sol, et on le voit sur la vidéo, absolument parfait, qui soit absolument plat, parce que si vous avez un sol qui n'est pas plat, la machine, elle ne peut pas adapter son impression, c'est-à-dire son niveau d'impression, elle ne sait pas. Donc vous allez avoir une maison qui va être complètement décalée et qui va être en plus écrasée. Enfin, ça va être très compliqué. Donc il y a une autre vidéo qui le montre et je la mets en même temps que je vous explique tout ça. Donc en fait, la calibration, et là on voit une énorme machine, lui il l'a fait sur 2 étages, la calibration pour régler une impression en 3D prend beaucoup de temps. Elle ne se fait pas simplement. Donc, on doit préparer la surface qu'on va imprimer. On doit donc mettre en place, faire attention à ce que le niveau soit absolument plat. Après, on doit positionner sa machine. On doit indiquer à la machine. Donc, on doit avoir des ingénieurs sur place indiquer à la machine où se situe la base, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, etc., etc. Comment va se travailler l'élévation. Et une fois que vous avez préparé tout ça, vous appuyez sur Entrée et elle imprime. Et là, elle va imprimer relativement vite. Mais si vous vous êtes trompé, vous perdez tout ce que vous avez imprimé. C'est-à-dire si vous vous êtes trompé sur 1 cm parce que le dénivelé n'est pas bon, si vous vous êtes rendu compte que le placement n'était pas tout à fait orienté, ben vous prenez tout, vous le mettez à la poubelle. Vous ne pouvez pas déplacer le bloc et l'ajuster. C'est pas possible. Autre problématique de l'impression 3D, alors là on va rentrer dans quelque chose d'un peu technique mais c'est très intéressant, c'est la solidité structurelle des éléments imprimés en 3D en FDM. Parce qu'en fait, comme on est sur un dépôt de matière, la fusion des couches est très sommaire. Que ce soit d'ailleurs si vous imprimez du plastique ou encore pire si vous imprimez du béton. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous faites du béton? Vous préparez le béton sur place. Vous mettez tous les ingrédients nécessaires. Après, vous coulez le béton dans des moules qui sont faits en bois par des madriers au Maroc, c'est comme ça qu'ils font. Et après, ils viennent mettre une machine qui vient tourner le béton pour le rendre le plus homogène possible, pour éviter que la matière vienne se décanter et se déposer à différents niveaux. Donc en fait, on le fait tourner, on le fait vibrer, histoire de vraiment créer cette homogénéité de la matière. Mais en fait, comme elle a été coulée, il y a une bonne continuité dans la structure de la matière, c'est-à-dire la façon dont elle sèche, la façon dont la matière est assemblée est parfaitement homogène, ou en tout cas le plus homogène possible. Et c'est justement un des éléments, quand on a un bon chef de chantier, c'est ce qu'il va vérifier, c'est ce qu'il va regarder. C'est-à-dire que la qualité du béton, alors on a le bureau d'études qui le calcule aussi, mais que la qualité du béton est bien homogène, est bien répartie de façon homogène. Donc on n'a pas d'élément de rupture. Or là, ce qui est très problématique, c'est que comme vous travaillez sur couche, cette couche supérieure, vous le voyez avec la souris, elle est homogène. Cette couche supérieure est homogène. Mais la fusion des deux ne l'est pas du tout.
Donc vous avez un élément de rupture, un élément structurel qui n'est pas forcément solide. C'est un élément de rupture. Cette ligne-là est un élément de rupture. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des bâtiments. Quand vous regardez les bâtiments qui sont présentés en impression 3D, vous allez comprendre. Ils ne sont pas grands. Ils ne peuvent pas être grands parce que structurellement, on ne sait pas imprimer. C'est énormément de poids. Le béton pèse très lourd. Donc, on ne sait pas imprimer de grands bâtiments parce que tout de suite, ça devient problématique au niveau du poids. On est obligé d'imprimer des bâtiments qui sont assez épais justement pour pallier à ce problème de structure, et on est obligé de les imprimer avec des formes qui vont rigidifier la matière, par exemple ces éléments de strie. Donc si vous voulez, il y a plein de contraintes. Là c'est pareil, cette impression-là a été faite parce que justement c'est pour structurer la matière le plus possible, pour la rendre solide le plus possible. Ça c'est hideux pour moi, voilà, c'est hideux. Et en plus on ne peut imprimer que des petits bâtiments parce qu'on consomme énormément de matière. L'avantage quand vous construisez une maison en briques, c'est que vous coulez en béton la partie structurante du bâtiment, donc les poteaux, les poutres, etc. Et tous les interstices sont faits en briques, qui ont en plus des caractéristiques thermiques très avantageuses. Là, il n'y a pas de... Au contraire, le béton est un conducteur thermique, c'est pas du tout... c'est pas un isolant, ça coûte cher, donc on essaye de minimiser le béton généralement quand on travaille sur du bâtiment. Donc en fait... j'ai l'impression que là, on est plus en train de valoriser quelque chose pour vous dire, vous avez vu, on a fabriqué des maisons en béton, alors qu'au final, aujourd'hui, c'est pas encore hyper adapté. Alors qu'il y ait de la recherche autour de ça, moi, je trouve ça très intéressant. C'est bien de le faire, c'est bien d'avoir ce travail de recherche, mais c'est pas encore abouti. Donc oui, l'effet est intéressant, c'est-à-dire quand on voit cet effet-là, c'est sympa, mais là, les bâtiments ne font qu'un étage, ils sont petits, parce que je vous dis encore, ça dépend de la calibration de la machine et de la taille de la machine, sa capacité de fabrication et de production. C'est très lourd, c'est très compliqué à mettre en place pour un effet qui n'est pas forcément hyper intéressant. Voilà, un résultat qui n'est pas intéressant. Alors, il vous dit qu'ils arrivent à construire une maison en 24 heures, mais les câbles, tu les passes comment ? Parce qu'il faut sortir les prises électriques, il faut sortir les canalisations, les évacuations. Ta machine, elle ne va pas faire un trou en disant « Attends, là, j'ai un passage de câble. » Non, tu vas être obligé de percer, tu vas être obligé de prévoir ça. Donc, il faut tout prévoir en amont. La réponse la plus intelligente que j'ai trouvée par rapport à la fabrication en 3D, c'est cette maison-là qui a justement réglé le problème en disant « Voilà, moi, la partie structurante, je vais la faire en impression 3D. Et comme je vais travailler sur un élément structurant, je vais travailler sur une maison plus traditionnelle qui va être posée sur cette partie structurante. » Et à la limite, je trouve que là, dès qu'on commence à être dans la combinaison entre certains éléments imprimés en 3D parce qu'on sait que ça peut être intéressant pour des raisons spécifiques, le reste par contre n'est pas imprimé en 3D parce que ça nous permet une meilleure flexibilité, une meilleure modularité. Voilà. Alors, je voulais m'arrêter là-dessus parce que c'est vrai qu'après l'Académie des arts traditionnels, je tombe sur un article des maisons en impression 3D. Alors, ils font l'éloge de l'impression 3D, mais moi, je n'y crois pas du tout pour le bâtiment, en tout cas en l'état. Et je pense que ça va peut-être arriver au fur et à mesure, mais en tout cas en l'état, il faut continuer l'expérimentation, mais en l'état, c'est pas encore abouti. D'ailleurs, je trouve ça surprenant qu'ils investissent beaucoup d'argent, parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans 3D Native, qui met en avant tous les fabricants d'imprimantes 3D pour maison. Donc là, on voit vraiment le technique de fabrication par dépôt de matière. Et je trouve qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans la mise en place d'imprimantes pour la fabrication de bâtiments, alors que pour moi, c'est peut-être pas la solution la plus adaptée aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le modèle économique qu'ils utilisent pour investir autant d'argent dans cette technique de fabrication, mais moi, ça me paraît plutôt un outil de communication, c'est-à-dire vous êtes un entrepreneur, un gros entrepreneur qui fabriquait énormément de bâtiments. Vous voulez montrer à vos clients que vous êtes en train de développer de nouvelles technologies. Vous travaillez sur l'impression 3D pour dire, écoutez, voilà, nous sommes les premiers à investir dans cette technologie-là. Mais ça reste de la communication, quoi. C'est pas quelque chose qui est pour moi viable. Alors, à part pour certains éléments qui peuvent être fabriqués en impression 3D puis après utilisés sur place. Voilà, donc je voulais faire ce petit article parce que je me disais c'est un bon moyen de parler de l'impression 3D et de la façon dont il est utilisé dans l'architecture, de montrer qu'il y a une espèce d'engouement
peut-être un peu injustifiée de l'impression 3D dans le bâtiment. Je ne dis pas que ça ne doit pas susciter de la recherche, mais je pense que y a tellement de choses à améliorer dans l'architecture et à réfléchir qu'aller tout de suite vers l'impression 3D, je ne sais pas si c'est vers quoi, enfin l'investissement vers lequel il faut aller. Moi, je pense notamment aux matières recyclées, faire des bâtiments avec des matières recyclées ou des matières justement écologiques. Je trouve qu'il y a plus un investissement plus intéressant parce qu'en fait, ils ont souvent des caractéristiques justement techniques, des caractéristiques d'isolation qui sont souvent très intéressants. Et revenir vers ça, peut-être l'utiliser en matière pour l'impression de bâtiments en 3D, peut-être. D'ailleurs, c'est certainement ce qui a été fait dans certains de ces projets qui ont été présentés. Mais voilà, donc moi je vous pose la question, quel est l'avenir de l'impression 3D dans l'architecture et dans le bâtiment ? Est-ce que c'est vraiment là qu'il faut développer, qu'il faut mettre l'argent et que l'impression 3D doit se tourner plutôt que de réfléchir sur des imprimantes 3D de maison qui viendraient fabriquer des petits objets du quotidien, je sais pas moi, un cendrier, une assiette, ce genre de choses, parce que ça peut parfaitement le faire et ça peut le faire assez vite. Donc pourquoi ne pas développer les imprimantes 3D pour qu'elles puissent faire ça et aller plutôt dans l'architecture, ou est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Donc voilà, la discussion est ouverte. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je trouve ça très intéressant justement d'aborder le sujet de l'impression 3D au regard de ce qui a été discuté notamment avec la vidéo précédente que je vous encourage d'aller voir, qui sera en fin de cette vidéo sur les techniques de fabrication et les matériaux dont le bouquin matériologique j'ai mis en avant. Les vidéos sur l'impression 3D, parce que je parle souvent d'impression 3D, donc là je trouvais ça intéressant d'en discuter dans le milieu de l'architecture, et puis ça permet vraiment de comprendre la technologie d'impression 3D, parce qu'on la voit bien, ce qu'on n'arrive pas à voir avec une impression 3D traditionnelle, parce que c'est vraiment petit, hein, on est sur du 20 microns, là on est sur des gros boudins de 4 à 5 cm de béton, donc ça permet de le visualiser vraiment. Et puis aussi, justement, au regard du déplacement que j'ai eu à l'Académie des Arts Traditionnels, cette idée justement de technologie et de savoir-faire artisanal, comment ça peut cohabiter, comment ça peut être pensé ensemble et développé ensemble. Donc je pose toutes ces questions. Je trouvais ça intéressant d'en parler dans cette vidéo de mes bricolos. Puis le débat est ouvert. S'il y a des architectes qui regardent cette vidéo, ben, on échange, on discute sous la vidéo et on partage la vidéo, on like. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de mes bricolos.